Bonjour, vous écoutez Noir Atlantique, un podcast de Fania Noël produit par Kizu Studio. Dans Noir Atlantique, je suis en conversation avec des militants artistes universitaires ou intellectuels noirs des quatre coins du globe et on parle de nous, des luttes, des cultures et des mondes noirs. Les montres à complications, le ski, la verdure, le calme, la neutralité, le chocolat, l'évasion fiscale et le racisme. Vous avez sans doute deviné qu'aujourd'hui nous parlons de la Suisse, un pays qui se targue d'être neutre en toute situation, imperturbable, face aux guerres, expositions coloniales ou les génocides. Cette posture fait partie de leur identité, car c'est bien de ça dont il s'agit, une posture, car la Suisse est loin d'être neutre, surtout lorsqu'il s'agit d'accueillir les fonds de crimes contre l'humanité comme l'esclavage, la colonisation ou l'Holocauste. Derrière la neutralité et l'écran de fumée, la Suisse ne fait pas mieux que les autres pays européens en matière de racisme, de discrimination et exporte comme les autres, mais sous une forme un peu plus subtile et enrobée, l'impérialisme occidental. Pour en parler, je reçois une sista afro-féministe afro-helvétique, Pamela Oene Nyako, assistante au sein de l'unité d'histoire contemporaine de l'Université de Genève. Pamela prépare sa thèse sur l'internationalisme des femmes noire européenne de la fin des années 1960 à 2001. Elle est également la fondatrice de Afrolite. Vous pouvez retrouver la page sur Instagram, une plateforme littéraire bilingue dont le but est la promotion, la réflexion critique et la guérison autour de la littérature produite par les afrodescendants et africains. Les activités comprennent des discussions autour de livres, de séries web ainsi que d'autres événements littéraires. Bonjour Pamela, comment vas-tu? Hello Fania, merci pour l'invitation. Écoute, ça va comme un lundi de fin de semestre. Ok, est-ce que vous êtes confinés en Suisse? Écoute, non, on a eu des mesures où on devait être par groupe restreint et là c'est de nouveau en train de s'ouvrir au niveau des commerces, etc. Donc c'est un peu on and off, hein. Ok, vous avez l'air mieux que la France. La France est the ghetto en Europe. Vraiment. Donc, ouais, on a vu. Vraiment. La Suisse est un peu comme la Suède avec cette narrative. On a colonisé personne, on est gentil pour se distancier. Mais on sait que comme en Suède, ça n'empêche pas que le racisme est présent. Comment il se matérialise parmi ces décors de cartes postales, de calme et de bienfait en Suisse, ce racisme et spécifiquement la négrophobie? Bah, c'est surtout on a les deux cas, c'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle le racisme au quotidien ou le racisme ordinaire, donc de l'ordre des micro-agressions, qui sont des remarques, bien sûr la question de l'extériorité par rapport à la Suisse, donc le fait que dès le moment qu'on n'est pas blanc, il y aurait des origines à décliner, etc. Donc bon, ça c'est les grands classiques de chaque contexte, en tout cas européen. Ensuite, il se manifeste bien sûr sur le plan structurel, c'est-à-dire que l'accès à l'emploi, l'accès au logement, le profilage racial très fortement avec une connotation très genrée. C'est clair que c'est surtout les hommes, même s'il y a une forme de profilage racial qui implique aussi les femmes noires, c'est clair que c'est surtout les hommes noirs qui sont en première ligne, hommes noirs et vus comme arabes, les deux. Donc voilà. Il a toutes les composantes des autres pays européens, mais bien sûr avec une narration qui, comme tu l'as dit, peut différer des États qui, je dirais pas reconnaissent leur passé colonial, parce que je suis pas certaine que la France reconnaît vraiment son passé colonial. Non, juste qu'ils disent que c'est arrivé de temps en temps. Voilà, qu'ils disent oui, voilà, bon, quand ça les on arrange. avait des liens historiques. La narrative, c'est plus oui, on a des liens historiques. Voilà. Donc, on n'en est pas encore à là par rapport à la Suisse.
Et puis, il y a des ouvertures qui se font, surtout ces dernières années. Mais c'est clair que l'opinion publique générale, au-delà de discours politiques, reste, voilà, que c'est un problème qui concerne surtout les États-Unis et puis surtout pas la Suisse. Ici, c'est le collectif Afro-Suisse, collectif afro-féministe qui lutte contre le racisme anti-noir en Suisse et à Genève. Le collectif Afro-Suisse est là aujourd'hui pour vous dire que les violences policières ne sont pas des erreurs ni des bavures isolées. Il s'agit de violences racistes qui s'inscrivent dans un continuum de discrimination raciale à l'égard des personnes noires. Entre la blague raciste et l'assassinat de personnes noires dans l'espace public, en passant par les injures, l'inaccessibilité au marché de l'emploi, au logement, à la liberté de mouvement dans l'espace public, à l'inaccessibilité à certains espaces, à l'exotisation et à l'érotisation de nos corps. Oui, bah, en France c'est pareil, même si la France a colonisé la moitié du monde, c'est quand même un problème américain pour la France et la Grande-Bretagne aussi dans une certaine mesure. Et je voulais savoir, cette narrative de neutralité, comment ça peut, enfin, juste vivre comme ça, alors que la Suisse, bah, tout le monde en parle, ils accueillent l'argent de dictateurs, ils ont accueilli l'argent des nazis, l'argent de la colonisation, la banque suisse, l'argent des esclavagistes, etc. Comment se vit, comme en France en fait, cette espèce de névrose. On est neutre, mais quand même, nos caisses sont remplies de sang. Et même l'argent de compagnie, d'évasion fiscale, etc. Donc, comment la neutralité continue à avoir cette grande place dans le discours national, alors qu'il y a de plus en plus de recherches, d'articles, je ne sais pas s'ils sont mainstream, on va dire, en Suisse, sur le rôle actif financièrement de la Suisse dans le financement de crimes contre l'humanité et les autres choses qui sont dans le même registre. Ouais. Alors, par rapport au discours de la neutralité, je pense que bon, déjà, je suis pas une historienne de la Suisse et de l'histoire de la neutralité. Donc là, je parle pas en tant qu'historienne, mais plus en tant que citoyenne suisse, en fait, qui a grandi dans ce pays et qui, comme tu dis, a vécu ce discours, en fait. Et puis, comment est-ce que il circule pour, entre guillemets, les gens du peuple, à savoir les non-politiciens, parce que je pense que la manière dont il est compris et terrorisé, au niveau des politiques, c'est totalement différent de la manière dont nous on le comprend. Si tu veux, l'idée de neutralité, la manière dont c'est compris, et c'est pas nécessairement ça en termes de politique concrète, mais la manière dont c'est compris au quotidien, c'est neutralité veut dire être gentil, ne pas prendre position, et surtout pas être impliqué dans des choses qui sont pas bien. Donc c'est en fait perçu vraiment sur le plan moral du qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien. Donc et ça je dis encore une fois, c'est pas comme ça que c'est théorisé ni compris par les gens qui l'utilisent, mais pour les gens un peu de la société, c'est beaucoup l'aspect moral est beaucoup en jeu. Après, des historiens, surtout de l'économie, puis moi je me rappelle, j'avais fait un travail là-dessus aussi quand j'étais encore en bachelor, c'est qu'en fait, au niveau de l'histoire, la politique de neutralité, notamment sur le plan des relations étrangères par rapport à la Suisse, c'est une politique qui a énormément varié et qui en fait est très souvent justement en accord avec les besoins économiques. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours cette ambiguïté, c'est qu'en fait c'est une politique qui permet à la Suisse, je simplifie, d'avoir quand même un rôle international où elle passe pour justement un pays humanitaire, un pays qui pourrait pouvoir faire justement de la médiation, qui pourrait proposer des bons offices. Ces ambassades sont utilisées justement comme intermédiaires quand par exemple les relations diplomatiques entre deux pays sont rompues. Donc voilà, donc ça lui permet quand même d'avoir ce rôle-là international, comme d'autres pays qui utilisent le même discours politique, mais ça lui permet aussi de s'assurer tous les bons aspects de l'économie. C'est-à-dire que, être neutre, en gros, la manière dont c'est appliqué de manière concrète dans l'économie, c'est pouvoir bénéficier, de pas s'aligner sur un camp, mais vu qu'on s'aligne pas, en fait, on peut profiter des deux camps.
De manière, je simplifie, mais c'est un peu ça, concrètement, comment ça se passe au niveau économique. Et puis, bien sûr, il y a des oppositions, il y a des voix qui s'élèvent, qui remettent en question cette hypocrisie, en quelque sorte, mais toujours d'un point de vue aussi moral. C'est-à-dire que c'est de la même manière que la France, elle est toujours un peu remise sur sa devise égalité, fraternité. C'est quoi? Égalité, patrie, fraternité, je sais plus. Égalité, liberté, fraternité. Liberté, mais t'as raison, voilà. C'est drôle que tu dises patrie parce que vu les tournants nationalistes, sécuritaires, fascistes, c'est à peu près ça. C'est patrie, républicanisme et sécurité. Je pense que la vraie devise. Voilà, disons que la Suisse, elle a aussi ses propres devises. Donc voilà, donc c'est clair que ça crée justement cette ambiguïté entre voilà, elle devrait moralement se tenir à sa devise qui serait être neutre, voudrait dire avoir une forme de morale ou d'éthique internationale, mais ce qui dans les faits n'a jamais été le but de cette politique-là. Ça a jamais été de forcément être bonne d'un point de vue éthique et moral sur la sphère. C'est utilisé, ça lui sert pour son rôle international, mais ça n'a pas toujours été le seul but, non. Ouais, c'est sûr. Et moi, je vois, je pense qu'il y avait une campagne qui parlait des réparations et qui demandait aussi à la Suisse que la Suisse doit des réparations vu comment ces banques ont bénéficié de l'argent d'entreprises coloniales et esclavagistes. Et surtout, je me pose une question, je sais que peut-être c'est les économistes qui savent ça ou les historiens, que devient l'argent de tous les gens qui sont condamnés, surtout après la Seconde Guerre mondiale, et qui dormaient dans les banques suisses. Ils l'ont restitué, ils l'ont transformé, ou ils l'ont gardé pour eux. Alors, je suis pas. Alors, je sais que à la fin des années 90, il y a eu notamment le cas lié à la question de l'Holocauste et des biens des personnes juives justement qui étaient retenues dans les banques suisses. Donc là, il y a eu une commission qui s'appelle la commission Berger avec un rapport et il y a eu justement, alors c'est tout un processus qui s'est mis en place, mais je suis pas assez familière pour commencer à rentrer dans les détails dessus, mais il y a eu justement cette commission qui a demandé la restitution des biens qui, de ce que j'ai compris, ont été restitués. Donc en tout cas dans ce cas-là précis, oui, et puis c'était bien sûr à force de mobilisation sur des années, des décennies précédant bien sûr les années 90, et puis après il y a eu des conjonctures qui ont fait que le dossier s'ouvre à la fin des 90, et puis du coup alors années 90, nous on dit ça comme ça, c'est 90. Oui, c'est ça. C'est là que je suis suisse, quoi. Voilà. Comme les Belges, genre, oui, donc ça a pris ça a pris quand même 40 ans pour ouvrir une commission. Ça a pris, c'est-à-dire la tergiversation est un peu longue et j'imagine pour l'esclavage et la colonisation, on a encore des siècles et la conversation a l'air difficile. Ce qui est intéressant sur cette question-là, en fait, c'est que c'est surtout la conférence de Durban en 2001 qui a créé un début de discussion. Et puis ce qui est intéressant, c'est que alors oui, il y a toujours des mobilisations qui se font à la base, mais ce qui était assez intéressant, c'est que du coup la Suisse était à Durban, en tout cas les représentants de la Suisse, et la première posture justement c'était de dire sur la question des réparations, la Suisse n'aurait pas à entrer en matière parce qu'elle n'aurait pas participé à la question de l'esclavage. Et en fait, ça a ouvert le dossier, c'est des politiciens qui ont ramené cette question au Parlement en disant mais est-ce qu'on est vraiment sûr? Est-ce qu'il faudrait pas faire une enquête? Et ils ont mandaté en fait des historiens, justement des historiens économistes, donc certains étaient familiers avec le contexte colonial, d'autres pas, qui ont fait en fait des recherches et c'est à ce moment-là qu'en effet il y a eu les premières recherches qui s'en sont suivies avec des publications dans les années 2000 qui revenaient justement sur le rôle surtout de citoyens suisses dans la question de l'esclavage, surtout sur le plan économique, donc au niveau du financement, etc. Mais quand même avec certaines personnalités qui avaient aussi des plantations
un peu partout aux Amériques. Donc voilà. Après, la grande, une fois que les recherches, enfin les résultats ont été un peu présentés sous forme de publication, etc. et tout, et finalement discutés aussi, bah un des arguments, c'était de dire bon bah ok, on accepte que des individus suisses y ont participé, mais la Suisse en tant qu'État, étant donné qu'elle n'était pas concrètement constituée avant 1848, bah elle n'aurait pas participé. Et ça, c'est toujours un peu la ligne rhétorique. Elle dit oui, les individus suisses ont participé, mais pas la Suisse en tant qu'État. Puis bon, après il y a des nuances. La Suisse n'a pas eu de colonie à proprement parler, mais elle a joué un rôle dans l'histoire coloniale et le commerce des esclaves. À l'heure où les statuts et les noms de rues sont questionnés, la ville de Zurich a commandé à l'université une étude sur cette époque. On y apprend que Zurich a participé au financement du commerce des esclaves. Séverine Ambrus et Rémi Butler. 18e siècle, les pays européens déportent en bateau des personnes par milliers de l'Afrique vers l'Amérique. La cité des bords de la Limate profite de cette traite transatlantique. Le coton importé lui permet par exemple de développer son industrie textile, les fameuses toiles indiennes, très prisées à l'époque. La ville achète aussi des parts dans une entreprise britannique active dans le commerce des esclaves, la South Sea Company. On voit dans ces registres américains que durant la période où la ville a contribué financièrement à la South Sea Company, ce ne sont pas moins de 36 494 esclaves qui ont été déportés. L'argent zurichois a également contribué aux activités de traite dans ce qui était à l'époque les îles d'Inde occidentale, colonie danoise. Ici, on parle de plusieurs millions de thalers, monnaie de l'époque, qui ont transité au fil des décennies de Zurich à Copenhague. Depuis sa cossue villa, une éminente famille zurichoise a pris part au financement de ce commerce. Les ancêtres d'Alfred Escher, homme politique et entrepreneur du 19e siècle qui a façonné la Zurich et la Suisse moderne. Sa statue figure aujourd'hui en bonne place devant la gare centrale de Zurich. Pour la maire de la ville, l'étude pose aussi des questions importantes sur le sens de ces monuments. La question que l'on se pose, c'est comment aujourd'hui rendre cette histoire visible dans l'espace public. Nous avons lancé à différents niveaux une réflexion sur la présence de ces monuments dans la ville. Une réflexion sur l'héritage douloureux de sa participation à l'esclavage que la ville entend poursuivre. Fort que les Français, que la France en nuance, quand tu vois que même à l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon dit c'est pas la République qui a participé, par exemple, à l'occupation, c'est le régime de Vichy et des individus. Genre, la gymnastique intellectuelle de la mauvaise foi ne connaît aucune limite. En parlant de colonisation, la France, on sait que bon, comme ils appellent les vagues successives d'immigration sont très liées aux anciennes colonies françaises. En Suisse, ça a commencé quand les premières communautés installées, c'est-à-dire celles qui venaient pas pour repartir, ce qu'on appelle les primo-arrivants qui ensuite ont fait les autres générations. Et ça vient de quel pays? Tu dis spécifiquement les personnes afrodescendantes? Ouais. Yeah. Ok, donc les Noirs, ouais. Parce qu'avant ça, bah, comme tous les autres pays d'Europe, il y avait les Italiens, les Espagnols, les Portugais. Et puis, alors, les premières migrations de personnes afrodescendantes venaient surtout d'Afrique subsaharienne. Donc, pas nécessairement des Caraïbes. Et d'ailleurs, c'est une composante qui reste la population noire en Suisse. Qu'elle soit qu'elle ait un parcours migratoire ou qu'elle soit née en Suisse, c'est majoritairement d'Afrique subsaharienne et pas comme la France ou même les Pays-Bas ou l'Angleterre où il y a la question des Caraïbes. Il y a des Caribéens, mais c'est de loin pas la majorité. Et puis c'était surtout Congo, donc RDC. Après, avec le contexte politique sur place, donc il y avait peut-être des personnes qui étaient d'Angola ou de RDC et puis qui se faisaient passer pour l'un ou l'autre, enfin voilà, ou simplement qui venaient des deux pays. Donc de cette région-là, donc Brazza, Kin et Angola. Il y a eu pas mal aussi de Cap-Verdiens dans les années 90.
beaucoup d'Érythréens, Éthiopiens, et là on voit que les vagues, alors bien sûr les Camerounais, les Ivoiriens, donc surtout Afrique francophone, et puis pour des raisons sécuritaires et économiques, quoi. Et puis donc, moi par exemple, mon père, alors c'est à travers son mariage avec ma mère, et puis se sont mariés au Ghana. Mais par exemple, moi je suis de l'Afrique anglophone, mais on est un peu une exception en Suisse francophone, parce que la Suisse est un petit pays, mais elle a encore toutes ses complexités. Il y a la partie francophone de la Suisse et la partie où on parle le suisse-allemand. Donc c'est un dialecte en lui-même, ou une langue en elle-même. Et puis il y a la partie italienne aussi. Et pour des questions linguistiques, c'est aussi ça qui explique que en tout cas jusqu'à récemment, une grande concentration de la population noire, et surtout dans la partie francophone du pays. Justement parce que la migration venait surtout de l'Afrique subsaharienne francophone. Et puis avec le temps, ça s'est un peu diversifié, mais c'est vrai que les principaux groupes restent Afrique centrale et Afrique de l'Est. Et là, vraiment, ces dernières années, comme un peu partout en Europe, on a un peu plus de l'Afrique anglophone, donc notamment Nigeria et puis Gambie, en raison aussi des déstabilisations politiques et économiques qui ont lieu dans le pays, et beaucoup Érythrée. Et la migration d'Afrique subsaharienne anglophone, elle va plus dans la partie suisse-allemande ou dans la partie toujours francophone? Alors là, ça varie. Alors c'est clair que du coup, pour la question linguistique, quand les personnes arrivaient et qu'elles avaient un peu le choix et qu'il n'y avait pas toutes ces politiques, parce que là, on est aussi dans un mécanisme avec les questions de Dublin, etc., où là t'arrives dans le pays, t'as pas le choix d'où tu vas, on va te placer dans un centre. Donc de plus en plus les centres sont dans des endroits juste paumés, que ça soit en Suisse allemande ou en Suisse francophone, etc. Canada donc là avait beaucoup fait ça, le Québec et le Canada particulièrement a beaucoup fait ça, surtout avec les Rwandais. Les placer dans des endroits où il y a rien, des trucs de peuplement, du vide. Donc en Suisse c'est un peu comme ça, aléatoire, donc t'as pas vraiment le choix. Mais c'est quand t'es asile ou même migrant? Justement, c'est devenu comme ça surtout parce que pour le moment c'est beaucoup les questions d'asile, et c'est plus en termes de gestion de là où les cantons auraient la capacité de s'occuper des personnes qui seraient en demande d'asile, en fait. Donc c'est à ce moment, c'est pour ça qu'ils sont affectés. C'est pas nécessairement des politiques, en tout cas c'est pas affiché comme tel, de empêcher le communautarisme. C'est en tout cas la manière dont c'est officiellement dit. Après peut-être que les historiens du futur pourront creuser dans les archives, mais c'est vrai que c'est surtout une première question administrative. Alors il y a des centres partout, il y en a à Genève. D'ailleurs, après j'imagine qu'en France c'est pareil. Il y a toute une politique bien sûr de carcérale, de personnes en situation, c'est qu'ils sont dans des centres de détention avec bien sûr des mobilisations qui s'opposent contre ça. Et puis Genève, pourquoi aussi Genève? Parce qu'il y a un aéroport tout près. Donc s'il faut renvoyer, voilà. Ta thèse, elle est sur l'international des femmes noires européennes de la fin des années 60 à 2001. Toi, l'internationalisme dont tu parles, sur lequel tu travailles pour ta thèse, c'est sur l'aspect politique et d'organisation politique au sein d'organisations de femmes noires en Europe, ou de tout genre d'organisation? Alors en fait, justement, pour moi, l'internationalisme, c'est un paramètre que je teste en fonction du type, en fait, des différents types d'internationalisme. Au départ, je parlais d'activisme transnational, puis après, ça me correspondait plus, etc. Donc en fait, c'est à la fois, donc c'est focalisé sur des femmes qui sont établies en Europe. Donc par exemple, je vais pas me focaliser sur des personnes comme Audre Lorde, qui était une Afro-américaine qui a bougé en Europe, qui bien sûr a participé à des formes d'organisation politique en Europe, mais ensuite qui est repartie. Donc je me focalise vraiment sur des femmes qui étaient établies en Europe.
et surtout en Europe de l'Ouest. Donc j'ai une sélection de pays que je regarde. Et puis c'est à la fois tout ce qui est de l'ordre du discours internationaliste, donc typiquement le panafricanisme internationaliste, etc. et tout. Donc l'internationalisme vu comme à la fois une des politiques de solidarité, mais aussi de comment se comprendre dans le monde en tant que personne noire, d'une forme d'international noir. C'est pas le terme qui était utilisé avant, mais voilà. C'est toutes les influences intellectuelles et comment est-ce que ces influences intellectuelles en fait marquent la pensée politique des femmes qui s'organisent, donc autant des femmes qui se sont organisées politiquement en tant que au sein de groupes, mais aussi d'intellectuels et de créatrices, d'artistes qui ont bougé. Et puis ce qui m'intéresse aussi et je regarde pas seulement les influences états-uniennes, caribéennes ou africaines qui auraient marqué leur politique et leur modalité d'organisation en Europe, mais je regarde également donc ce qu'on pourrait plutôt nommer des influences, mais je regarde aussi comment est-ce qu'elles ont circulé au sein même de l'Europe. Comment est-ce qu'elles ont aussi créé des structures qu'on appellerait pan-européennes, notamment justement dans un contexte d'européanisation à partir des années, fin des années 80, début des années 90, avec le début de l'Union européenne, etc. Bah, ça, typiquement, c'était un contexte qui a énormément marqué justement une forme d'européanisation des luttes où elles ont commencé à se mobiliser sur le plan, pan-européen entre elles. Et à comprendre que voilà, l'Europe commençait à devenir un enjeu et qu'il fallait se mobiliser. Un espace de lutte, en plus surtout exactement. Avec l'intégration européenne, c'est assez pertinent de prendre ça comme un espace pertinent de lutte pour poser certaines questions. Là, on voit sur le fait même dans les partenariats qu'il peut y avoir entre différentes organisations noires, mais différentes organisations afroféministes et black féministes en Europe, comme on voit moi aussi avec le festival Nyon Sapo, c'est ce qu'on se rend compte que sur certaines luttes, surtout sur la migration, l'échelle européenne est une échelle pertinente parce que les pays européens sont à la balle, sur toutes les lois de où est-ce que les gens sont arrivés, sur cette affaire des morts en Méditerranée, donc l'échelle européenne et une échelle assez pertinente sur des questions qui touchent les personnes noires en Europe, sur toute la question des visas, sur l'espace Schengen intégré, et sur ça, et ça permet aussi de faire des comparaisons des différents modes de racisme qui sont différents. Bon, la Grande-Bretagne maintenant ne fait plus partie de l'Union européenne, mais fait encore partie de l'espace géographique européen et de cette histoire de l'Europe qui est quand même l'espace géographique qui a créé la modernité, hein, parce que même si on parle des États-Unis, c'est à partir de l'Europe que s'est créée cette suprématie blanche avec l'esclavage, etc. Donc ça reste un espace extrêmement pertinent pour les questions raciales, même si les pays européens ne se voient pas comme l'espace le plus pertinent pour les questions raciales et renvoient la balle aux États-Unis. Mais je pense que c'est assez essentiel et crucial de rappeler que sur les questions raciales, de négrophobie, de suprématie blanche, l'espace européen intellectuel et historique et l'espace clé et on doit lui reconnaître la paternité, hein, vu qu'ils adorent s'approprier des choses. Pour une fois, il faut leur reconnaître la paternité de quelque chose et rendre à César ce qui est à César sur ça. En parlant de rendre à César ce qui est à César, Afrolite, la plateforme littéraire bilingue. Alors, bilingue français, suisse, néerlandais ou bilingue français-anglais? Français-anglais. Français-anglais. Je parle pas le Schweizerdeutsch. Ah, ok. Le suisse-allemand. Schweizerdeutsch. Ah, ok. Donc, français-anglais. Moi, je regarde les vidéos. Surtout, j'adore la page Instagram, etc. Et donc, comment tu fais? Est-ce que quand tu dis que c'est réflexion, promotion et de réflexion, j'ai vu que tu fais un truc qui est aussi sur la nourriture, qui est lié entre la nourriture et la lecture. Les livres que tu partages ou les contenus que tu partages, c'est plus des livres, des articles. Et si c'est des livres, c'est plus des romans, des livres d'essais, de sciences humaines, etc. Si tu veux nous en dire plus.
Ouais, ouais. Bah, en fait, c'est vraiment cette idée. En fait, de base, la notion de promotion, c'était pas du tout quelque chose qui était. En fait, c'est une conséquence indirecte, mais c'était pas enfin dans mon but premier. C'était vraiment cette idée. En fait, moi. Bon, j'ai eu l'occasion à d'autres endroits de discuter comment je suis arrivée à la littérature noire et pourquoi c'était important pour moi, et je l'utilisais vraiment comme une manière de faire sens de moi-même, de mon vécu. Je ramenais beaucoup en fait les narrations à moi-même parce que bien sûr, je baignais dans un monde où ces narrations, elles étaient de loin pas la norme, et c'était une manière pour moi de me construire et de me reconstruire en fait à travers des narrations pas nécessairement seulement positives, mais en tout cas nuancées, et qui exprimaient aussi la multiplicité de ma réalité, etc. Et donc c'était dans ce mouvement-là et c'est toujours un peu dans ce mouvement-là que je conçois Afrolyte, c'est-à-dire les livres qui sont lus, qui sont majoritairement des romans, et puis il y a de temps en temps des essais, comme par exemple Afropéa ou Le Triangle et l'Hexagone qu'on a lu dernièrement. Là c'est de la non-fiction, mais c'est surtout de la fiction. C'est vraiment ce mouvement de lire pour se comprendre soi-même, en partant du principe que cette littérature, même si elle parle de questions qui peut-être pour une personne qui ne serait pas afrodescendante paraîtrait éloignées, c'est toujours un peu le rapport qu'on a, hein. Il y aurait la littérature blanche qui serait universaliste, où tout le monde pourrait se reconnaître, et puis après il y a les littératures autres où c'est un voyage vers l'exotique. Moi c'était déjà de rompre ça, de dire mais en fait vous pouvez tout autant que vous soyez noir, blanc, asiate, arabe, vous pouvez vous retrouver dans cette littérature parce qu'elle vous parle. Et elle parle de l'être humain, bien sûr, il y a des points de vue situés, il y a des expériences qui ne sont pas les vôtres, mais elle devrait pouvoir parler à tout le monde, parce que typiquement moi, la littérature classique, enfin dite classique française du 19e siècle, en quoi est-ce qu'elle me parlerait? Pourtant, elle est considérée comme disant quelque chose sur l'humanité. Donc c'était vraiment de faire ce pas-là. Et puis, alors moi, et c'est là que j'ai mon biais fortement anglophone, c'est que je lis essentiellement en anglais. Mais la littérature est vraiment super intéressante parce que franchement, surtout la littérature, enfin en non-fiction, hein, c'est sûrement, ça doit être dû aux mes éditions qui veulent pas publier certains récits, mais là je me suis rendu compte que les derniers romans que j'ai lus, ils étaient tous, en fait, ils étaient tous anglais, nigériens, ghanéens, jamaïques, nord-américains, ou j'en ai lu quelques-uns de littérature haïtienne en français. Le dernier, c'était Transcendent de Yagassi. Ouais, je l'ai aussi lu dernièrement, ouais. C'était vraiment super bien. Ouais, c'est ça en fait, c'est que moi vraiment, j'ai toujours le choc parce que je lis énormément de la littérature dite d'expression anglaise, etc. et tout, mais bien sûr, c'est tout ce qui vient du Nigeria, des États-Unis, etc. Et puis, quand je dois me replonger dans une littérature d'expression française, je suis là, mais déjà, vous écrivez pour qui, en fait? C'est le langage, pour moi, il est tellement inaccessible, j'ai l'impression que c'est un exercice purement d'écriture, et puis, je suis là, mais vous voulez faire plaisir à l'Académie française. Enfin, il n'y a pas de manipulation de la langue. Non, mais vraiment. Je me dis, mais pour qui t'écris? Pour le jeu, mais c'est ça, en fait. Dans un français où c'est la beauté la beauté de la langue pour la beauté de la langue. Et puis, je suis là, mais tu me touches pas, en fait. Tu me touches pas au niveau de l'émotion. Tu parles pas comme on pourrait parler dans toutes nos différentes manières de parler. Donc en fait, et puis les thématiques, comme tu l'as relevé, d'autres l'ont fait, hein, c'est clair que c'est toujours les mêmes. Un remake de chaque génération nous produit 10 remakes de Wannabe, Céline, Proust. Non, mais c'est vrai, c'est des pâles copies de ça. Et il y en a très peu. En fait, franchement, les derniers autres, qui étaient intéressants. Delphine de Vigan, c'était pas mal, c'était vraiment bien son livre, et Mathieu, pas Mathieu, comment il s'appelle, il a écrit Parlez-moi d'éléphants, de rois, etc. Et c'est un très petit livre qui était vraiment qui était assez bien. Donc en fait, dans ces 10 dernières années, j'ai 5 noms d'auteurs blancs français qui sont intéressants, francophones.
Ouais, qui bah, sont bah tu intéressants. vois, bah tu regardes maintenant les auteurs noirs francophones. Moi, honnêtement, bon, Leonora Miano, c'est toujours un peu une exception. Là, je suis en train de lire Gaël Octavia, Mhm. son dernier, La bonne histoire de Madeleine Démétrius, et puis je suis là, ah, ok, non, là on n'est pas dans la migration, là, on a toujours les mêmes thématiques, et là, même aussi au niveau du style de la langue, du rythme, je suis là, ok, là on est déjà beaucoup plus dans quelque chose qui résonne avec moi, aussi peut-être parce qu'elle a écrit du théâtre avant, donc voilà, on sort peut-être un peu du cadre purement romanesque, mais voilà, bah, tu vois, il y a quelques auteurs comme ça qui sortent du lot en termes de romans. Je parle pas nécessairement de la non-fiction. Et puis bon, bah c'est dû au contexte hexagonal tel qu'il est, on le sait. Et puis ce qui fait que du coup, au sein d'Afrolite, c'est finalement beaucoup d'auteurs de base qui écrivent en anglais et qui sont simplement traduits en français. Et qu'ensuite, la discussion, elle a lieu en français quand c'est justement ce mode-là. Mais ouais, non, j'ai clairement un biais assumé pour les auteurs non seulement anglophones, mais aussi les auteurs femmes, parce que je trouve aussi que la littérature produite par les femmes, et là je parle de femmes cis, je sais pas, elles ont plus de pertinence, elles arrivent, les caractères sont plus complexes, il y a des exceptions, hein, mais les personnages, pardon, je fais des anglicismes, Sont mieux, les sont personnages mieux sont travaillés, voilà, la psychologie des personnages est présente. C'est vrai que les auteurs masculins, il y a toujours, enfin les cis, hein, hommes cis, il y a toujours les personnages féminins où au bout d'un moment je suis là, mais c'est tellement cliché. Enfin, Ah, non, mais voilà. comme ils disent, Donc you sleep is showing. Mais deux le gros truc, biais. non, le truc, c'est que moi, je pense que j'ai trouvé un refuge dans la littérature d'expression française, comme on dit, de celle qui vient de la Caraïbe, haïtienne, qui est pas très bien distribuée en France, c'est vrai, à part par exemple, pour Kathleen Mars, certains de ses livres, ils sont publiés en France, ou Yannick Lahens, mais sinon, il y en a des très bien qui sont publiés directement en Haïti, et aussi sénégalais, qui viennent du Sénégal, écrit en français, etc. Donc, c'est là où tu trouves un peu un peu de souffle, mais le truc, c'est qu'il y a, en fait, à part, comme tu dis, ce truc à cheval que fait Leonora Miano, qui est camerounaise, mais nationalité qui est aussi binationale française, mais comme elle était adulte quand elle est venue en France, c'est très lié au continent. J'ai pas beaucoup de noms d'auteurs qui sont comme Mia Agassi, qui est ghanéenne américaine, qui produit des romans qui soient pas sur le même thème et qui soient intéressants et qui soient complexes et qui soient nuancés d'une expérience située dedans. Et je pense qu'ils sont là dehors, parce que quand tu regardes ce que les gens ils écrivent sur Twitter, sur leur blog, tu vois qu'il y a ça. Mais je pense que l'industrie de l'édition en France, là, c'est une des corporations extrêmement en France, en Europe, en Belgique, dans le monde francophone. Je trouve que c'est une coopération, une corporation très très réactionnaire, à l'image de la presse, etc. Donc, mais il y a des initiatives qui sont très bien. Par exemple, il y a Stéphane Martelly, qui est une haïtienne, qui est basée universitaire, poète, autrice, qui est basée à Montréal, qui a créé une collection dans la maison d'édition Remue Ménage, qui est une maison d'édition féministe, et sa collection s'appelle Martial, pour les voix qui n'ont pas encore été entendues, et c'est que des jeunes autrices. Ça veut pas dire qu'elles sont jeunes, mais c'est leur premier roman, et la première cohorte, c'est que des femmes noires qui vivent au Québec. Et là, il y a un premier livre qui est sorti qui s'appelle Chronique frigide d'un modèle vivant, qui est écrit par une femme qui a passé des années à être modèle pour des peintres, etc. Et on souhaite longue vie à cette collection. Donc, il y a des initiatives qui sont faites, mais c'est vrai qu'elles sont pas...
elle court pas les rues, et je pense que la France est beaucoup plus réactionnaire sur tout ce qui concerne la culture en général, sur qui est propriétaire de la culture légitime, qui dit si tu as accès à ça ou tu n'as pas accès, que d'autres pays. Et on peut le voir dans le fait que c'est que les 5 dernières années où on voit une prolifération de livres, d'essais sur la question raciale, à la faveur de beaucoup de mobilisations en France. C'est-à-dire que les gens ils ont l'impression que tous les jours il y a un livre sur les Noirs ou la question raciale qui sort en France, mais c'est parce que c'est juste ces dernières années qu'il y a autant qui est fait par des personnes non blanches, et on voit le résultat, on voit le backlash qu'il y a, que le Sénat il veut interdire certains sujets parce que moi je pense que c'est vraiment pas un hasard, que c'est maintenant que l'obsession du pouvoir pour cette question de qui est-ce qui produit ce qui est dit, et en ce moment le moment où il y a beaucoup d'entre nous, de personnes noires mais pas que noires, des personnes non blanches qui produisent et qui produisent d'une position pas de simple objet de recherche mais aussi de sujet parlant, d'analyse et de réflexivité. Et comme on est dans les livres, j'ai une dernière question. Tu as une jolie bibliothèque avec une belle comment ça s'appelle, comment on appelle ça, bookshelves, des étagères, etc. Ton compte bibliothèque, je vous conseille d'aller voir la page Instagram, il est super bien. Une petite question qui a l'air triviale. Comment t'organises tes livres? Mais tu sais que c'est pas trivial, parce qu'il faut que je me souvienne d'où je mets quoi. Oui, non, mais alors je posais ça la question sur mon Instagram, parce que pour moi je disais aux gens, mais c'est pas qu'une question d'esthétique, c'est une question pour retrouver, surtout qu'on passe son temps à écrire des trucs, à avoir les références, et c'est une question aussi d'épistémologie. Ah, non, totalement. Alors du coup, pour le moment, donc j'ai une bibliothèque dans ma chambre et j'ai une bibliothèque dans mon salon. Donc dans ma chambre, c'est tout ce qui est lié au développement personnel, spiritualité. Et puis dans mon salon, il y a donc j'ai une étagère dédiée à tout ce qui est non-fiction. Donc par étagère, je veux dire la colonne. D'accord. Et puis ensuite une bibliothèque. Bon, ma bibliothèque est constituée de plusieurs bibliothèques. Et puis du coup, dans une bibliothèque, donc dans une colonne, je vais avoir plusieurs étagères et puis je vais organiser par thème. Donc par exemple, une étagère, ça va être tout ce qui est mobilisation, radicalité noire, mais aux États-Unis. J'ai une étagère qui concerne l'Europe. J'ai une étagère qui va peut-être concerner tout ce qui est théorie postcoloniale. Donc ça, c'est pour ce qui serait plutôt lié justement à tout ce qui est recherche. Et puis après, j'ai d'autres autres bibliothèques où ça va être organisé par romans d'expression française, romans d'expression anglaise, les hommes et les femmes. Et j'ai une étagère spéciale qui est mon panthéon, où ça, c'est mes auteurs clés. Ah, ok. Et voilà. Et du coup, là, il y a... MVP, c'est la Exactement. crème de la crème. Ça, c'est mon panthéon. Je me dis, voilà, sur cette étagère-là, il y a que la crème de la crème. La crème de la crème. La double crème qui peut y figurer. Hein. J'ai un coin où ils sont plus à côté de la fenêtre, plus près de mon bureau, où j'ai mis tous les livres non-fiction écrits sur la question noire, écrits par des auteurs noirs. Donc c'est vraiment une démarche genre sur la question noire, on va dire que c'est mon côté africana, c'est-à-dire sur la question noire, que ce soit en Haïti, sur la question noire en France, sur Haïti, etc., par des auteurs noirs. Et ça, c'est vraiment une démarche épistémologique, on va dire, épistémique, en mode que la production d'essais et d'analyses par des noirs sur les mondes noirs et sur les questions noires, c'est déjà une problématisation qui n'est pas la même. J'ai un étage où il y a tous les romans écrits par des auteurs noirs et ils sont rangés par zone géographique. Donc ça commence par Haïti, plus après les auteurs de la Caraïbe, après les auteurs d'Afrique subsaharienne et ensuite africaine-américaine et après ceux de l'Europe. Et après j'ai les livres, romans lus, écrits par
toutes les personnes qui sont pas noires, et ensuite, enfin, j'ai tous les essais politiques écrits, que ce soit sur la sociologie, sur la question raciale, écrits par des personnes non noires sur plein de sujets, que ce soit sur des questions noires, mais j'ai pas beaucoup de livres écrits sur les noirs par des personnes qui sont pas noires, que sur des autres sujets sur la question raciale. Donc ça permet vraiment, la façon de ranger sa bibliothèque permet de retrouver les choses facilement. Je sais que voilà, si je suis en train d'écrire un truc sur la surveillance et que j'ai besoin de retrouver Foucault, je sais où à peu près il va être, et si j'ai besoin de plus retrouver Roua Benjamin, qui est une universitaire noire américaine qui écrive sur la surveillance raciale, je sais aussi de quel côté ce sera, mais parce que j'étais toujours étonnée parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui rangeaient leur bibliothèque par couleur. Ça a l'air intenable. Mais tu vois, même la constitution, pour moi, ma bibliothèque, c'est le résultat d'une constitution sur ces derniers 8 ans. C'est-à-dire que ma bibliothèque est composée à 90% d'auteurs noirs sur toutes ces questions. Et bah clairement, c'est différent parce que moi, j'ai grandi dans un foyer où les livres étaient très présents. Enfin, ma mère, elle a des étagères et des étagères remplies de livres. Mais c'est clair que c'était des auteurs majoritairement blancs. Alors qui étaient jamais nommés comme tels, parce que pour les blancs, bah c'est de dire qu'ils étaient français, qu'ils étaient allemands, qu'ils étaient suisses, c'était ça la diversité. Moi aussi, je peux dire bah là, je sais qu'il y a des Nigériens, il y a des États-Unis, etc. et tout, mais ma bibliothèque est une bibliothèque noire. Et il y a une étagère sur je sais pas combien d'étagères il y a une étagère où il y a des auteurs blancs, mais ils sont genre en marge. Non, mais voilà. Et en fait, ça change les trucs, rien que pour les titres. Parfois, tu regardes et après, tu vois un titre et après, tu te souviens et tu dis, ah, ça, c'était bien. Ça, c'était vraiment, c'est une question intéressante. Ça permet de rester ancré. Merci beaucoup, Pamela, d'avoir été avec nous. Je vous conseille d'aller suivre Afrolite et bon courage pour la fin de ce semestre. Merci, Fania. C'était Noir Atlantique, disponible sur toutes vos plateformes de podcast. Vous pouvez me retrouver sur Instagram Fania Noël _Noël ou sur Twitter Fania Makaya, tout collé. Je vous retrouve le mois prochain en janvier. Je vous souhaite d'avance une bonne fin d'année et je vais me retenir de vous souhaiter le meilleur pour 2021, pardon. On a vu ce qui s'est passé avec 2020, donc vaut mieux être précautionné. Kizu Studio est un projet militant, bénévole et politique. Vous pouvez nous soutenir sur kizustudio.org ou proposer vos idées de podcast. On est aussi sur Instagram, Twitter et Facebook sur la page Kizu Studio.